Bien, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Nous sommes le 4 déjà, 4 mars, mois la partie. Et avant de donner la parole à nos invités, Fred Negrit, président du GPLI, bonjour. Bonjour, Dalik. Isabelle Fa est chroniqueuse de C'est quoi cette affaire? Et ensuite, on fera Isma Ogonet et Jacques Davila. On aura le temps pour développer ce qui est. Mais surtout, il faut dire que c'est aujourd'hui pratiquement le 20e jour de grève de la faim de David Deloumou, ce Guadeloupéen qui travaille au CHU, qui est cadre et qui a décidé depuis une vingtaine de jours maintenant de mettre sa vie en danger pour protester contre l'obligation vaccinale. Il a resté manger, quand il a dit, quand on grève à manger. Et c'est devant le CHU depuis hier, aujourd'hui. Il y a une activité assez intense devant le CHU, devant ce qu'on appelle le BIC. C'est là que ça va passer. Et donc, David Deloumou, il a continué, puisque j'ai vu plusieurs communiqués de presse sortir de soutien, que ce soit au niveau de l'UTS, UGTG, d'autres organisations qui le soutiennent et qui demandent encore une fois que cette obligation vaccinale soit revue et corrigée. Une deuxième deuxième information, vous ne connaissez peut-être pas. Peut-être on va chercher une photo tout à l'heure pour vous le montrer. Serge Tingalinski, qui a été directeur de Air Caraïbes et aussi qui était à Air Antilles depuis quelque temps, est décédé cette nuit. C'était un étranger de la Guadeloupe, bien sûr, il n'était pas guadeloupéen, c'était un Français, mais qui a mené une vie au niveau de l'aviation depuis quelques années. Après Air Caraïbes, il est passé à Air Caraïbes et Air Antilles. Et il avait une activité assez intense et il a voulu il s'est beaucoup battu pour relier la Guadeloupe et les autres îles de la Caraïbe, puisque vous savez que quand vous êtes en Guadeloupe pour aller par exemple en Jamaïque, si vous décidez d'aller en Jamaïque, il n'y a pas d'avion direct. On est obligé de faire des allées, des retours et surtout des stopovers comme on appelle. Eh bien, justement, il se battait pour qu'il y ait une liaison un peu plus parfaite entre toutes nos îles de la Caraïbe, ce qui n'est pas évident, même en partant de la Guadeloupe pour aller, par exemple, à Port-au-Spain. Quelquefois, il faut s'arrêter, quelquefois à Antigua, quelquefois, si l'Aliat ne fait pas le vol direct, Air Caraïbes n'y va plus, Air France n'y va pas. Et ce sont les compagnies de la Caraïbe qui font le déplacement. Et justement, Serge Tingalinski se battait justement pour établir une sorte de plan de vol de toute la Caraïbe. Ce n'est pas encore fait, mais c'est le combat qu'il a mené. Donc, on adresse ici les condoléances à sa famille qui vit en Guadeloupe. Voilà. Sinon, l'actualité, c'est la cité éducative. On ira faire un petit tour du côté de cette cité éducative, puisqu'il y a une volonté d'apprendre à nager, à sauver des vies. Olivier Félix était sur place. Cancer colorectal, ça touche beaucoup de Guadeloupéens. Hier, on parlait, aujourd'hui, c'est la journée de l'obésité, de la lutte contre l'obésité, mais le cancer colorectal nous concerne tous. Formation bénévole, Olivier Félix, signature de contrat d'engagement de jeunes. Et puis, il y avait aussi ce matin une conférence de presse de Canal+ et de la région qui présentait le quatrième, on va dire, les quatrièmes lauréats du concours de présentation de films, puisque vous savez que chaque année, depuis 4 ans maintenant, la région Canal+ et le CNC lancent des concours pour permettre à des jeunes réalisateurs guadeloupéens de s'affirmer. Et quand ils sont lauréats de ce concours, ils sont financés. Et on a présenté aujourd'hui les nouveaux lauréats de ce concours. Et la semaine prochaine, enfin l'année prochaine, il y aura le 5e événement, le 5e concours. Voilà. Eh bien, on va commencer avec le président du CGPLI. Peut-être que beaucoup de Guadeloupéens ne savent pas encore, et je suis étonné, mais enfin, ni le monde qui ne savent ça. Alors, Fred Negrit, merci d'être avec nous. 2 petits mots quand même pour présenter un petit peu le CGPLI. Alors, le CGPLI, c'est le Conseil guadeloupéen pour les langues indiennes, qui existe depuis 2002 et qui, disons, pour l'essentiel, s'occupe de l'enseignement, de la promotion du tamoul, du hindi et maintenant du sanskrit. Ah, même du sanskrit. Du sanskrit, oui. C'est compliqué le sanskrit quand même. Oui, disons que c'est un petit peu plus compliqué quand même que le hindi, mais ça peut s'apprendre, disons, puisque c'est quand même des langues qui sont de type indo-arienne, c'est-à-dire qui ont à peu près la même logique
que le latin. D'accord. C'est la graphie qui est très particulière. Oui. Alors la graphie, elle peut surprendre, mais quand on a compris les règles du jeu, ça s'apprend relativement simplement. Il faut quand même un petit peu de travail, bien entendu. Oui. Alors, vous avez dit, Fred, on apprend le tamoul et l'hindi. Les Guadeloupéens qui entendent ça, qui ne sont pas d'origine indienne, comme on dit, disent tamoul et hindi. Pourquoi? Oui. Alors, il y a au moins deux raisons. La première, c'est pour les Guadeloupéens d'origine indienne notamment. C'est, disons, et pas que quand même. Hein. Non, il y en a plusieurs. Oui. Pour les Guadeloupéens d'origine indienne, il y a d'abord un désir de réappropriation. Oui. Bon. Mais pour les Guadeloupéens d'origine non indienne, ou même pour les non-Guadeloupéens d'ailleurs, oui, il peut y avoir une volonté simplement d'enrichissement culturel. La première raison, disons. Donc l'enrichissement d'une manière ou d'une autre. La deuxième raison, c'est que ces langues indiennes font partie aujourd'hui des langues modernes qui facilitent, disons, pour employer des gros mots, l'ascension socio-professionnelle. Hein. Oui. Cela ne vous rend pas les choses tout à fait aisées, mais cela les rend un petit peu moins difficiles. Et la troisième raison, disons pour les personnes disons, de certain âge, c'est un bon exercice du mental, si vous voulez. Au lieu de faire du sudoku, par exemple, faites du sanskrit, faites du tamoul, faites du hindi, et ça va vous enrichir en même temps. Alors, il faut quand même préciser, Fred, que les premiers Indiens qui arrivent en Guadeloupe en 1854, alors ils sont une majorité hindi ou tamoul? Alors, c'est clair, ils ne parlaient que tamoul, enfin, que tamoul ou les langues dravidiennes, les langues du Sud. Hein. Oui. Les langues du Sud, disons autour du tamoul. Jusqu'à 1873, il y a eu à peu près un peu plus de 20 000 immigrants qui venaient du Sud. Oui. Donc la culture indo-guadeloupéenne, elle est fondamentalement dravidienne, elle est fondamentalement du Sud. Et puis à partir de 1873, il y a eu un apport progressif d'Indiens qui venaient du Nord, donc qui parlaient hindi ou des langues du Nord, mais qui n'ont jamais, disons, dépassé le quota, le nombre d'Indiens. Le tamoul. Voilà. Oui. Si bien que vous aviez, à la fin de l'immigration, en 1893 à peu près 65% de tamoul, de dravidiens, si vous voulez, et à peu près seulement 35% de hindiphones ou de gens de langue du Nord. Alors, je pose la question. Pourquoi? Parce que quand, quelquefois, il y a des cérémonies indo-guadeloupéennes cultuelles, ou cultuelles, et quelquefois culturelles, est-ce que c'est du tamoul ou de l'hindi? Pour ceux qui entendent les chants qui sont dits, qui sont... Oui. Alors, très majoritairement, c'est du tamoul. C'est du tamoul. Les chansons sont en tamoul, les prières sont en tamoul, mais il y a certaines divinités en Guadeloupe pour lesquelles, traditionnellement, les rituels sont en hindi. Je pense à Hanuman, par exemple, Kalimai, où traditionnellement, les rituels sont en hindi. Hein. Mais ce n'est pas une obligation absolue, si vous voulez. Et donc, et les chants, alors les Indo-Guadeloupéens, aujourd'hui, bon, apprennent aussi bien l'hindi que le tamoul, mais comment s'effectue le choix? Quand quelqu'un arrive chez vous, il s'appelle, je ne sais pas moi, je prends n'importe quel nom, Toussami, Doré-Sami, ou Messaï, ou autre, comment il choisit la langue qu'il veut étudier? Comment ça se passe? Bon, alors, souvent, je lui demande pourquoi il veut apprendre la langue. Hein? Oui. Alors, il me dit, ouais, parce que mes parents sont d'origine indienne, etc. Bon, alors je lui explique, les descendants parlaient le tamoul. Bon, s'il me dit, bon, je veux aller en Inde, je lui dis, bon, ça serait peut-être plutôt, si c'est en Inde du Nord, c'est plutôt le hindi, si vous voulez. Oui. Bon, mais en général, quand même, je suggère, mais je laisse plutôt découvrir à ces gens-là les possibilités, si vous voulez, de tamoul et de hindi surtout, et éventuellement de sanskrit, parce que parfois, il arrive que quelqu'un commence, par exemple, par le hindi, et puis après découvre que finalement, le tamoul, ça lui va mieux, ou inversement. Hein. Mais la différence est importante entre les deux langues? Oui. C'est à peu près comme
le français et l'allemand à peu près. Ah, comme le français. Ah bon, à ce point-là quand même. ouais. Et sans même parler du sanskrit, on m'en parlait tout à l'heure. Ouais. Alors, ça signifie que le Guadeloupéen, quelle que soit son origine, qui veut apprendre l'hindi ou le tamoul, il lui faut combien de temps pour commencer à maîtriser la langue? Alors, je pose la question de savoir quelle est de ces deux langues, en parlant tout à l'heure du sanskrit, la plus facilement appréhensible? Non, alors, disons que pour les deux langues, arriver à se débrouiller, arriver à acheter un pain, arriver à acheter... Oui, dire bonjour, dire namasté, dire bonjour, namasté, varakam, etc. Bon, allez, on va dire le tamoul ou le hindi de survie, allez, en 3 mois. En 3 mois, on peut faire un peu de tamoul. Mais de survie. Bon. De survie. Bon, maintenant, très honnêtement, pour... Lis-moi un texte en tamoul, par exemple. Très honnêtement, il faut compter un peu, pour lire convenablement et s'exprimer, avoir une certaine maîtrise du tamoul ou du hindi, il faut compter à peu près 100 heures de travail. 100 heures de travail? 100 heures de travail, honnêtement. Mais c'est vrai pour toutes les langues, hein, c'est Oui, pas... oui, c'est une question de vocabulaire, oui, un certain nombre de vocabulaire usuel. Et il faut quand même dire que l'hindi est majoritairement parlé en Inde, quand même, aujourd'hui. Oui. Alors, l'hindi est dans le nord et aussi bien dans le sud? Non. Alors, c'est comme alors, l'hindi est parlé très majoritairement dans le nord. Dans le nord, oui. Dans les grandes villes du sud, oui, mais si vous allez dans les grands fonds de Sainte-Anne, on ne parle pas hindi, on parle créole. Quoi. Enfin, ah oui. Vous avez compris. Oui. D'accord. Mais en Inde, quand même, la langue nationale officielle, c'est plus l'anglais. Non. Jusqu'à maintenant, officiellement, il y a 2 langues supranationales. C'est le hindi et l'anglais. L'hindi et l'anglais. Mais il y a quand même une sorte de... un système assez complexe qui est, pour, par exemple, quelqu'un qui habite à Calcutta. À Calcutta, mais à New Delhi, il n'y a pas de problème. New Delhi. Mais prenons le cas de quelqu'un qui habite, par exemple, dans une ville du Sud. Oui. Bon, dans une ville du Sud, on est obligé, dans les écoles primaires, d'apprendre la langue maternelle, par exemple le tamoul. Oui. Assez rapidement, quand on va rentrer à peu près en 6e, on sera obligé d'apprendre le hindi et l'anglais un tout petit peu. Oui. Et de toute façon, à l'université, les cours se font majoritairement en anglais. En anglais. Mais cela dit, il y a une grande quantité quand même de langues usuelles en Inde, en dehors de l'hindi et du tamoul, quand même. Hein. Mais les Indiens ont une ouverture, une capacité. Par exemple, souvent l'Indien, il parle naturellement 3-4 langues parce que, par exemple, je sais pas, j'ai connu une femme qui est passée ici, qui parlait la langue de sa région, la langue officielle, le hindi, le tamoul, l'anglais. Son mari parlait une autre langue, elle la savait aussi, si vous voulez. Donc, naturellement, il n'y a pas de blocage. Il me semble que les Guadeloupéens n'ont pas cette tradition de switcher entre les langues. Le multilinguisme. Du multilinguisme. Oui, c'est dommage. Alors, donc, on va revenir sur le sanskrit tout de suite, mais je voulais encore revenir sur quelque chose. Alors, est-ce que depuis que le CGPLI existe, c'est-à-dire depuis 2002, il y a eu, de la part des pratiquants des cultes indiens, une amélioration du langage? Parce que j'ai eu l'occasion, il y a quelques années, de rencontrer un Indien de l'Inde qui venait ici, et il entendait les gens chanter en tamoul, mais la langue était très... je ne vais pas dire difficile à comprendre, mais en fait, il y avait, les mots n'étaient pas tout à fait les mêmes, parce que c'est une langue qui a été traduite, qui a été étudiée uniquement à l'oreille. Les Indiens qui sont arrivés ici n'écrivaient ni tamoul ni hindi. Oui. Alors là, la réponse, elle est complexe. On va faire très bref. Il y a incontestablement un apport du CGPLI et d'autres organisations, dans l'enrichissement des langues indiennes chez les pratiquants, chez les officiants de l'hindouisme. Ça, c'est évident. Oui. Mais en même temps, vous savez, il y a un apport, par exemple, dans les chansons et les prières nouvelles, dans un tamoul tout à fait à jour, si vous voulez, ou hindi tout à fait à jour, qui sont apportés. Par exemple, je pense à une prière en hindi qui s'appelle, une sorte d'hymne qui s'appelle le Hanuman
Chalisa, qui est en hindi, convenable, qui est connu de pas mal de gens. Bon, et puis, il y a les prières traditionnelles, les chansons traditionnelles indo-guadeloupéennes, qu'on ne peut pas tellement toucher, si vous voulez. Oui, ça fait partie de la tradition. Quand on a dit jacisé, quoi. Souvent, ça, on peut tuer. Oui, on peut tuer, c'est laissé dans mon ingénieur là. Voilà. Oui, parce que effectivement, les cultes indiens, parce que cet Indien d'origine me disait que, d'ailleurs, il avait même remarqué qu'il y avait encore des traditions en Guadeloupe, chez les Indiens de la Guadeloupe, qui n'étaient plus pratiquées en Inde. Oui, absolument. Il y a des détails, de petits détails de culte que je ne maîtrise pas, mais qui ont disparu en Inde et que l'on retrouve encore. Le coup du cabri coupé, peut-être un cabri coupé là, ils font plus en Inde. Hein. Le sacrifice, on cherche... Enfin, pas dans les grandes villes en tout cas. Voilà, dans les villages peut-être. Voilà, dans les villages. Dans les villages. Discrètement. Alors, sur le sanskrit maintenant, la différence entre l'hindi, le tamoul et le sanskrit. Bon, alors, disons que le hindi par rapport au sanskrit, c'est comme le français par rapport au latin. Ah, quand même. Voilà. C'est une déclinaison alors. Voilà. Parce qu'on dit souvent que le français, c'est un créole du latin. C'est un petit peu ça. Le hindi, c'est un peu ça. Ah, c'est un créole du... C'est un petit peu ça. Je vous donne un exemple comme en créole. Par exemple, en créole, les E finaux tombent. Par exemple, une bière, hein, en bière. En créole, on biais. Hein, bon. Pierre en créole, c'est Pierre. Pierre, ça fait pied. Bon. En hindi, par exemple, Rama, en sanskrit, Rama, va se dire Ram. Ram. Ah, c'est le atome. Le atome. D'accord. Le atome. Hein, parce que ça a évolué, hein, comme en créole. Le créole a fait chuter les fins de phrase. Et souvent en hindi, il y a les débuts, les fins de phrase. Souvent en hindi aussi, les fins de phrase du sanskrit tombent. Hein. Et qui parle sanskrit en Inde? Alors, très peu. Il y a 2-3 villages un peu folkloriques, si vous voulez, qu'on va nous montrer, où on parle encore sanskrit. Bon. Il y a aussi un effort du gouvernement indien, où par exemple à la télévision nationale, il y a les nouvelles en tamoul, en hindi et en sanskrit. Ah, carrément. Mais, alors on arrive à comprendre vaguement si on parle un peu hindi, parce que c'est un petit peu la même chose. Bon, mais le sanskrit reste d'abord, surtout, une langue, disons, de la transmission de la culture. Oui, c'est une langue culturelle, c'est ça. De la religion. De la religion, surtout, habituelle. Oui, puisque les Bibles, étaient écrits en sanskrit. Mais alors, j'ai eu l'occasion d'entendre que il y a eu quand même des anciens Indiens, indo-guadeloupéens, qui pratiquaient le sanskrit en Guadeloupe. Oui, absolument. J'ai eu l'occasion dans le temps où j'ai fait une émission il y a très longtemps sur une radio, que vous vous souvenez, et j'ai eu l'occasion d'interviewer quelqu'un qui utilisait le sanskrit. Alors, et donc il y avait une possibilité de garder comme ça cette langue. Oui, alors ça fait partie aussi d'une tradition culturelle. Alors, il y a eu quand même quelques lettrés indiens qui sont arrivés en Guadeloupe. D'accord. Avec des ouvrages en sanskrit, ou en tout cas avec des textes en sanskrit. Et il y a eu des textes en sanskrit annotés. Donc ça veut dire que ce bonhomme, il annote le texte, c'est le livre. Il y a eu même quelques livres, je crois que c'est Nagapin qui m'a... Il n'y en a pas eu beaucoup, il y en a eu quelques-uns en sanskrit. En sanskrit qui disait qu'il avait eu... Alors, revenons quand même à l'actualité de JPLI, puisqu'on a fait un petit peu de linguistique là, expliquer que mon suivre nous, à pas pour bien compliqué, c'est parce que ni des gens qui apprennent ça, et donc il faut quand même nous parler de ça. Alors, l'actualité du JPLI ces jours-ci. Oui, alors, d'abord, puisqu'on était au sanskrit, je dois dire que nous enseignons donc le sanskrit au CGPLI. Depuis combien de temps maintenant le sanskrit? Depuis combien de temps? Oui. Alors, ça parce qu'au départ, c'était le tamoul. Ça fait le hindi et le tamoul. Très honnêtement, on a commencé quand même par le hindi il y a 20 ans, si vous voulez. Et puis, on a très rapidement switché avec le tamoul. Et maintenant, depuis à peu près 4 ans, on fait du sanskrit, mais discrètement. Et puis, ça prend un peu d'ampleur, si vous voulez. C'est réservé quand même à un petit groupe de gens qui sont motivés, mais cela est possible. Donc, éventuellement, vous pouvez vous renseigner à ce sujet. Bon, alors... l'actualité de alors maintenant, peut-être le plus avec l'amenuisement, on va dire, du Covid, on va reprendre le plus fortement, et nous invitons déjà les auditeurs de Canal 10 à
une rencontre découverte des langues indiennes demain, mercredi 5 à 16h au CGPLI à Pointe-à-Pitre. Oui. Et ça va permettre à ceux qui le souhaitent, en tout cas, de découvrir le tamoul, le hindi, le sanskrit, et même éventuellement préparer un certificat de hindi, un certificat en langue hindi. Hein. À partir de demain? Non. Ah bon, d'accord. Rassurez-moi, d'accord. Juste avoir des renseignements oui. sur ce qu'on peut faire. Oui. Si vous voulez, on a de grands projets, mais des projets qui sont en train de se mettre vraiment à l'œuvre. Donc pour le sanskrit, le certificat de hindi, on le préparera à partir du mois d'avril. On pourra se renseigner demain. Mais sinon, on peut faire du tamoul, on peut faire du sanskrit. On est en train de finaliser un partenariat avec une académie de tamoul de Madras. Hein, oui. On dit toujours Madras ou Madouaï? Madras, non, Chennai. Hein? Chennai, pardon, Chennai, oui. Chennai. Je dis Madras pour... Madras, il n'y a pas à dire Madras. Je dis Chennai. Chennai, c'est ça. Oui, mais je suis un vieux bonhomme, je dis de Chennai. Oui. Et voilà. Et donc, si vous voulez, déjà, demain, j'invite tous les téléspectateurs à venir pour découvrir un petit peu plus, s'ils n'ont pas déjà fait, ces langues indiennes, et puis découvrir le CGPLI et l'action que nous avons. C'est une action d'apprentissage de la langue, bien entendu, et de la culture aussi. Alors, l'autre question, on va peut-être tout terminer, mais l'autre question, c'est savoir, quand vous faites l'étude de la langue, il y a le parler, mais il y a aussi l'écrit. Oui. Et il me semble que l'écrit me paraît plus compliqué que le parler. Oui, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais c'est pas compliqué, ça prend plus de temps. Ça prend plus de temps. Si vous voulez, par exemple, je sais pas, pour écrire la lettre, si vous voulez écrire Dadi, ben c'est D-A-D-I. Hein, bon. Oui. Mais il faut apprendre le D, le A. Mais, non, mais je dis ça par rapport à l'alphabet. Il y a l'alphabet classique, latin, etc. Mais est-ce que vous utilisez l'alphabet oui. D'origine. Ah ben oui, bien sûr. Oui. Non, mais pour écrire le hindi, c'est avec les lettres de l'alphabet hindi. C'est dans l'alphabet alors, hindi. là, c'est un petit peu compliqué. Ça peut prendre plus de temps, mais c'est pas complexe. C'est que, par exemple, si on vous dit en créole A, ou bien on vous dit A, eh bien, il y a une seule lettre en français pour ça. Oui. Ben, en hindi, il y a deux lettres. Hein. Il y a le A et le A. Ah ouais. Bon. D'accord. Par exemple, bon, donc il suffit d'avoir compris un peu le système et puis. Alors, je ne dis pas que c'est tout facile, c'est pas vrai, mais ça peut s'apprendre. Bon, mais si on veut apprendre, on y arrive. Bien sûr. Il y a des Guadeloupéens qui parlent russe, qui parlent chinois, coréen. Oui. J'en ai rencontré. Il y en a beaucoup qui parlent russe. Pour le russe, ça, il y a beaucoup. Je sais qu'il y a une amie de Capester qui parle le russe, enfin au moins deux personnes que je connais. Plusieurs personnes qui parlent le russe. Moi, je ne parle pas le russe, moi. On peut décider d'apprendre un petit peu russe. C'est l'actualité. Un pénitent. Un pénitent. Jakarta. Bon, en tout cas, rendez-vous est pris pour demain après-midi. Demain après-midi à 16h, je vous invite d'ailleurs à venir. Ok, j'ai vu une fois un petit l'entour, puisque bon, tu as commencé à garder petit point tamoul, après ça, on dit waouh! C'est compliqué. Mais c'est avant. Juste deux petits mots quand même sur. Il y a eu, je me souviens, des prix qui étaient donnés chaque année pour les gagnants du... Oui, alors voilà. Honnêtement, depuis à peu près 3 ans, 3-4 ans, c'était la dictée hindi et tamoul. Tout à fait. Qui n'a pas eu lieu. C'était compliqué à organiser. C'était compliqué. Oui. Et nous pensons, nous allons vous inviter à nouveau, puisque c'est au mois de mai, théoriquement le 8 mai prochain, on va renouer avec notre dictée hindi. Alors, hindi tamoul est probablement et sanskrit. Ah, les deux? Mais les trois. Les trois, hindi, tamoul. Et il y a des personnes qui arrivent à maîtriser les trois? Ah oui, non, pas les mêmes personnes. Ah bon, d'accord. Pas les mêmes personnes, non. Oui, d'accord. Bien, en tout cas, merci de venir. C'est moi. On dirait merci en hindi? Shukriya. Shukriya. Et en tamoul? Nandri. Et en sanskrit? Dhanyavad, c'est à peu près les mêmes mots. À peu près les mêmes mots? Oui. On peut dire aussi le même mot comme... j'ai dit... oui. Alors, en hindi, on dit Shukriya ou Dhanyavad.
Oui. Et en sanskrit, on peut dire aussi Dhanyavad. Bon, je vais que faire une fois émission. Parce qu'il y avait j'ai vu ça quand même sur le site, il y avait quand même un YouTube du CGLI avec un journal que vous présentiez de temps en temps. Oui, si. Ça s'appelle West India Magazine. Et West India News. West India News, ça reprend alors, le West India News, il va reprendre bientôt aussi. On était un petit peu, honnêtement, en sommeil avec cette histoire de Covid, tout ça. Mais on est en train de relancer tout ça maintenant, puisqu'on peut bouger un peu plus aisément, etc. Ouais, quand on avait fini, pays Massanko. Voilà. Merci Fred Négrite d'être venu. Rendez-vous donc demain samedi à partir de 16h. C'est peut-être rappeler l'adresse pour les gens qui ne savent pas. Oui, alors il suffit d'aller, pour s'inscrire, vraiment, il faudrait s'inscrire sur le site du CGPLI, cgpli.org. D'accord. Bien, c'est dit, 12h58, on prend la première pause et on va retrouver tout à l'heure Isabelle Faye pour sa chronique avec elle. Je crois qu'on va parler un petit peu justement de ce qui se passe en Ukraine et en Russie. À tout de suite. Voilà, retour sur le plateau du ZCL News, les 13h05. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait une conférence de presse au Café Papier. C'est un restaurant qui n'est pas loin d'ici. Et les représentants de la région de Canal+ étaient là pour remettre les prix aux lauréats du 4e appel à projet de film, puisque vous savez que depuis quelques années maintenant, 4 ans, chaque année, il y a un appel à projet qui permet à des jeunes réalisateurs qui ne sont pas encore connus ou qui vont se faire connaître de produire un certain nombre de courts-métrages, parce que pour l'instant, ce ne sont que des courts-métrages et la région et Canal+ accompagnent ces gens-là. Alors, ce matin, on a vu les 4 premiers lauréats et aussi les représentants de la région et de Canal+, reportage Olivier Félix, on regarde. C'est la 4e édition pour laquelle nous venons de primer les lauréats, mais c'est le lancement de la 5e édition pour laquelle nous demandons de la créativité supplémentaire avec des nouveaux lauréats. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a lancé ce nouvel appel à projet pour demander à tous les créateurs de contenu, toutes les personnes qui ont des projets en tête, qui voudraient nous les présenter pour se dire on a des financements à proposer avec la région Guadeloupe, Canal+, pour pouvoir monter ces projets et ensuite les diffuser aussi bien ici sur nos territoires qu'en métropole ou à La Réunion via Canal+ Outre-mer. L'idée, c'était vraiment de pouvoir proposer, justement de voir des parcours de vie singuliers, complexes, et de sensibiliser non seulement la population générale sur cette pathologie, mais aussi d'encourager les personnes qui se trouvent dans cette situation à parler, à prendre soin d'elles, à aller, à être dans l'action en fait par rapport à ça. Il est important pour nous que nous puissions donner apporter en tant que région la force, la puissance publique et pour inciter le privé, notamment donc Canal+, mais aussi peut-être les entreprises guadeloupéennes à venir soutenir les producteurs, à venir soutenir les réalisateurs pour que nous puissions arriver à un plus gros volume de production en matière cinématographique. Alors vous l'avez vu, le docteur Adolphe est lauréate de cet appel de projet de film documentaire. Et il s'agit, elle ne l'a pas dit, mais d'un film sur l'obésité. Je rappelle que c'est aujourd'hui la journée spéciale pour l'obésité, puisque hier nous avons reçu la présidente de la GOS qui était venue nous parler de cette journée de l'obésité. Il y a toute une série de manifestations. Il y aura donc un film sur cette question. Sur cette pathologie, nous aurons l'occasion d'y revenir, bien évidemment. La cité éducative, l'après-midi, autour du savoir nager, savoir sauver, c'est aussi important. Nous vivons dans un archipel, il faut savoir nager quand même. Quand il va dire qu'il faut manquer nager pour apprendre à nager, mais il faut surtout apprendre à nager pour ne pas nager. On regarde le reportage de Olivier Félix. C'est la construction d'une grande alliance éducative sur le territoire du Sud-Bastère. Il s'agit pour nous de réunir tous les acteurs, toute la communauté éducative, afin de construire des projets structurants pour notre jeunesse. Je dis jeunesse de 0 à 25 ans et bien sûr, nous accompagnons aussi les familles. Par ce stage, on leur permet donc d'acquérir des notions assez importantes, tout en s'amusant, en profitant de la mer, en profitant de notre environnement. On les sensibilise à tout ce qui se déroule sur les plages, etc., que ce soit en piscine aussi. Et oui, on s'amuse beaucoup avec eux et les enfants profitent énormément de ces stages de vacances. On leur permet aussi de faire du masque et du tuba.
Palme Masque Tuba pour découvrir un peu les fonds marins, et à côté de ça on leur fait faire aussi du sauvetage et qui leur donne là vraiment de très bonnes habitudes à avoir et de bonnes choses à retenir. Nous avons plusieurs problématiques. Nous avons des gamins qui n'ont pas l'habitude d'aller forcément à la plage. Au niveau du département de notre région, on a un manque chronique de bassins, il manque des lignes d'eau, donc ce qui fait que tous les gamins scolarisés n'ont pas accès en fait au savoir nager. Et donc nous, au niveau de la cité éducative, nous nous sommes dit que nous allons justement proposer aux gamins qui n'ont pas eu accès à ces activités de natation durant l'année scolaire de venir faire un stage de natation, justement pour qu'ils puissent s'approprier cet environnement naturel. Ils sont favorables, pour certains c'était la première fois qu'ils montaient sur un bateau. Actuellement, donc, avec le CNABT, ils ont fait pas mal d'activités. Donc là maintenant, on est en train d'approfondir toujours l'apprentissage au niveau de l'eau. Donc pour également certains qui avaient peur de l'eau, mais là on essaie d'affronter, de vaincre les difficultés également, cette phobie, donc ils le prennent très bien, donc ils sont partisans, donc super aux enfants. Certains n'avaient effectivement jamais mis les pieds dans la mer, peut-être déjà dans la piscine, mais le contact en début de semaine a été très compliqué, ils avaient même peur de rentrer dans l'eau. Et j'ai eu 3-4 enfants qui étaient vraiment en difficulté sur ça. Et à la fin de la semaine, avec l'apprentissage qu'on a pu avoir, notamment les 4 jours en piscine, les 4 jours en mer et une journée en piscine, à la fin de la semaine, ça se passait déjà beaucoup mieux. L'enfant appréciait aller dans l'eau, il s'écartait du bord avec du matériel. Il a même réussi à nager un peu sans matériel pour certains. Donc vraiment, c'est des habitudes à prendre. Et à force de prendre ces petites habitudes, les enfants vont aller plus facilement dans l'eau et apprennent de bonnes choses. Voilà, bravo pour ces enfants qui savent nager. C'est bon, dans un petit pays qu'on a Guadeloupe, sont archipel, dans bonnes îles, qu'on savent nager pour sortir Guadeloupe, à Marégal, Nantes, les Saintes, Thérésirade et compagnie. On reçoit notre juriste du vendredi. Je parlais d'Isabelle Mara-Joufaille. Bonjour. Bonjour, Danick. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on ne parlera pas spécialement d'obligation vaccinale, même si la question reste encore à l'ordre du jour, puisque je rappelle qu'il y a un Guadeloupéen qui s'appelle David Delmour, qui est en grève de la faim depuis une vingtaine de jours. Il est sur le BIC, je le disais tout à l'heure, et il y a une opération de solidarité aujourd'hui autour de ce Guadeloupéen, et nous avons voyé Fosbaï, et les autres qui ont regardé, il faut voir Fosbaï, parce que prendre le risque de mourir, puisque on grève à manger, ça craque le monde, parce que nous, au moment où on va répondre encore, et à un moment là, ça, si on n'a pas bon, on combattit. Et donc il a pris cette décision. On y pense et on pense que beaucoup de Guadeloupéens se mobilisent autour de lui, près du CHU. Mais il y a d'autres actualités. Isabelle, l'actualité cette semaine, depuis une semaine maintenant, c'est la guerre en Russie et entre la Russie et l'Ukraine. Alors, ça pose beaucoup de problèmes, puisque des gens ne comprennent pas pourquoi la Russie envahit, fait la guerre à l'Ukraine. Et se pose bien sûr la question de la souveraineté. Ben oui, écoutez, c'est une question primordiale, essentielle dans ce dossier, et puis dans d'autres dossiers. Voilà pourquoi je pense qu'aujourd'hui, il est important de laisser chaque État agir selon sa volonté, puisque la souveraineté, c'est cela. C'est la capacité d'un État de pouvoir agir et déterminer les choses selon sa propre volonté. Donc effectivement, dans ce dossier, il y a un problème de souveraineté. Parce qu'on voit, en tout cas dans les médias, ce qu'on nous retransmet, c'est que l'Ukraine a envahi la Russie. Et que donc s'impose sur un territoire. La Russie envahit l'Ukraine. Donc, et s'impose sur un territoire qui n'est pas le sien. Sauf que, bien entendu, en recherchant et en regardant les choses de manière objective, on va se rendre compte qu'il y a un certain nombre de difficultés qui apparaissent et qui finalement ne justifient pas, mais permettent en tout cas d'expliquer ce pourquoi aujourd'hui la Russie revendique une partie de ce pays en tout cas. Donc la souveraineté s'est posée à différents niveaux, souvent, parce que je rappelle que les pays occidentaux aussi ont fait preuve parfois, et dans certains dossiers, d'une certaine ingérence. Oui, dans d'autres cas, on ne s'est pas insurgé et on ne s'est pas révolté face à ces ingérences-là. Je pense à des pays comme l'Irak,
vis-à-vis des États-Unis d'Amérique, qui, en 2004, on a eu cette intrusion des États-Unis au niveau de l'Irak. Et là, personne, la communauté internationale ne s'est pas outrée de cette invasion d'un pays, dans un pays souverain. À ce moment-là, tout le monde a considéré que les Américains avaient la possibilité de le faire. Et puis, le droit. Et le droit. Et toujours à nous montrer qu'ils sont là pour finalement aider les populations locales qui sont victimes, soi-disant, d'un dictateur. Sauf que quand on regarde, je prends un pays comme la Libye, et comme Kadhafi, qu'on a exécuté chez lui, hein, et ça c'était l'armée française sous Nicolas Sarkozy, mais ce monsieur il travaillait pour sa population. Il y a pas mal de Libyens qui étaient contents d'avoir ce président parce qu'ils avaient des avantages. Aujourd'hui, si vous allez en Libye, vous allez voir que c'est le pays complètement disloqué. On dirait le pays chictaillé, atomisé complètement. Exactement. Oui. Je prends des pays comme on peut aller en Afrique, au Mali, en Côte d'Ivoire, la France. Et c'est introduit dans ces pays de manière autoritaire, sans laisser le choix à ces populations, finalement, de pouvoir agir selon leur volonté. Et donc, ils ont bafoué la souveraineté de ces pays-là. À ce moment-là, personne ne disait rien. Aujourd'hui, comme effectivement, c'est l'Union européenne qui essaye finalement d'avoir une certaine mainmise au niveau de l'Ukraine, ça embête que la Russie agisse comme eux, finalement. Alors, il faut bien dire, Isabelle, que l'Ukraine, c'est un pays qui a plein de ressources minières, plein de ressources. D'ailleurs, vous avez dû entendre ça. Si la guerre continue, on nous menace ici de dire que l'Ukraine qui produit beaucoup de tournesol, lui, il deviendra très rare dans nos pays, mais je n'ose pas répéter des choses comme ça. Mais enfin, il faut dire effectivement que les pays occidentaux qui, soi-disant, prennent le parti de l'Ukraine, c'est aussi parce que l'Ukraine leur rapporte beaucoup et voudrait pratiquement prendre la main sur ce pays, parce qu'il faut savoir que l'Union soviétique, l'ancienne Union soviétique d'autrefois, avait toute une série de pays qui constituaient ce qu'on appelait autrefois l'Empire russe, et que ces pays, après la chute du mur, après le désagrégement de l'Union soviétique en 1991, ces pays-là ont repris une sorte d'autonomie, mais les dirigeants soviétiques de l'époque avaient toujours souhaité que l'OTAN, Organisation de traité Atlantique Nord, ne s'implique pas directement à la frontière de l'Union soviétique et de la Russie, et c'est bien une des causes de ces conflits. Alors, pourquoi donc la Russie s'attaque-t-elle à l'Ukraine? C'est la deuxième question que je vais vous poser. On peut s'intéresser à des accords qui ont été signés entre deux pays qui ont pris leur indépendance, enfin deux territoires de l'Ukraine, qui ont décidé de signer un accord avec la Russie, j'ai fait dire l'URSS, vous voyez, puisque c'est ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement ces pays, ces États, tous ces pays d'Union soviétique faisaient partie d'un bloc qu'on appelait l'URSS. Ça a été disloqué, comme vous l'avez dit, et finalement ces pays ont pris leur indépendance, mais bien entendu appuyés par l'OTAN et par l'Union européenne. Donc effectivement, Vladimir Poutine d'ailleurs a signé un accord d'amitié avec deux territoires au niveau de l'Ukraine, et ces territoires ont décidé que s'il y avait une attaque quelconque envers eux, la Russie viendrait les aider. Donc finalement, il y a quand même des accords. Poutine n'est pas rentré sans que soit permis une certaine... il se repose sur un régime juridique, en tout cas sur un fondement juridique, qui est celui de la signature de cet accord, de ces accords entre ces deux États indépendants qui ont décidé de de prendre leur indépendance vis-à-vis du reste de l'Ukraine. Donc voilà. Donc je pense qu'effectivement, dans ce dossier en tout cas particulièrement, apparaît encore le problème finalement de résistance. Apparaît encore le problème d'une certaine, liberté des peuples de disposer en tout cas de fonctionnement, d'un certain fonctionnement. Donc tout ça nous ramène aux difficultés que nous on rencontre depuis des mois. Parce que lorsqu'on a face à nous un État
qui est plus imposant militairement parlant, parce que la Russie est aussi puissante que les États-Unis et que l'Union européenne qui pourtant regroupe un certain nombre de pays, à ce moment-là, on a une discussion d'égal à égal. Oui. Mais quand ils viennent dans des États ou dans des pays qui ont été colonisés et qui ont été finalement assujettis et qui n'ont pas cette capacité à répondre militairement parlant, ils font ce qu'ils veulent. Et là, les médias, en tout cas les médias, nous transmettent les informations occidentaux si vous préférez, nous transmettent les informations qu'ils veulent. Oui. Et on est toujours finalement limité, très parcellaire, et on est limité dans notre, en tout cas dans l'idée qu'on peut se faire d'un conflit qui ne regarde pas personnellement parce qu'on est très loin de ces conflits-là, mais qui pour autant touche à des éléments essentiels qui sont quand même cette question de liberté, de souveraineté. Voilà encore les problèmes qui se posent. Même si c'est vrai que ça ne touche pas personnellement, mais on sait combien nous on a résisté ici, qu'on continue à le faire et qu'on a des gens aujourd'hui qui font une grève de la faim et qu'on ne prend même pas le temps d'aller discuter. En tout cas, j'ai pas encore vu d'homme politique le faire pour le moment, au niveau local. Il n'y en a pas eu. Ce monsieur, quand même, il est en train justement de résister à une oppression qui lui est directe et personnelle, individuelle, puisqu'il s'agit de sa rémunération. Tout à fait. Voilà. Donc il faut quand même, je pense que tout ça, le monde est en train de changer et avec tout ça, je pense qu'on aura, nous aussi, une belle place à prendre. Une place à prendre et surtout à travailler sur l'avenir et penser que, avant tout, c'est l'intérêt du peuple qui doit primer. Tout à fait. Un petit mot quand même sur la résistance en Ukraine. Sur la résistance, oui. C'est ce que je disais parce que alors, on peut défendre la position de la Russie. C'est vrai que ce pays, il y a quand même un élément qui est quand même fondamental. C'est qu'ils se sont quand même introduits dans un pays qui est souverain aujourd'hui, même si c'est vrai qu'il faisait partie du bloc soviétique. Un pays un petit peu artificiel. D'accord, certes, mais il y a quand même un président, il y a quand même ils ont une certaine souveraineté. Oui. Et cette souveraineté est bafouée aujourd'hui par la Russie. Donc oui, il y a une résistance, puisqu'on voit des personnes qui résistent. Il y a de la population même qui prend les armes aujourd'hui. Donc oui, il y a une résistance quand même face à cette invasion de la Russie, même si on peut essayer de l'expliquer. Alors, il faut bien rappeler qu'il y a eu un coup d'État en 2014 en Ukraine entre les pro-russes et les anti-russes, et il y a eu des milliers de personnes qui ont été assassinées, tuées, et en partant pour médias français, pour médias occidentaux, pour médias en Guadeloupe, dit à les pauvres Ukrainiens qui se font massacrer parce qu'ils étaient de tendance pro-russe. Et depuis 2014, il y a eu ces gens-là, mais il y a aussi, il faut le dire, des néo-nazis, un petit groupe de néo-nazis qui s'est installé, qui se trouve dans les allées du pouvoir. Alors, pour les gens qui ne savent pas, néo-nazis, ce sont des gens qui sont d'accord avec la doctrine d'Hitler, puisqu'on a même distribué le Mein Kampf de Hitler de ce côté-là. Et ces gens-là, effectivement, font de la résistance contre l'invasion, entre guillemets, des Russes. On sait aussi que l'Ukraine a toujours été sous l'influence de la Russie. Toujours, oui. Toujours. C'est-à-dire que finalement, c'est un pays frère. Hein. Oui. Ce sont des pays frères. L'Ukraine faisait partie de l'URSS, l'URSS, donc Nouvelle-Russie aujourd'hui. Oui. Donc oui, c'est un pays qui a toujours été, disons, pays sympathisant de la Russie et qui finalement, pour des intérêts financiers, économiques et surtout au niveau des matières premières, on le sait très bien, mais aujourd'hui, tout le monde se dispute ce pays. Donc effectivement, moi je pense que le plus important, c'est de noter quand même que dans ce dossier, on a ce problème de souveraineté, sauf qu'on l'a connu autrement et d'une autre manière. Et là, c'était plutôt les Occidentaux qui faisaient justement preuve d'une certaine ingérence dans des affaires qui ne les concernaient pas du tout. Oui, alors voilà. On va terminer là-dessus. Je vais donner un exemple particulier qui concerne notre région. Dans les années 80, il y avait une petite île, pas très loin de la Guadeloupe, qui s'appelait Grenade. Et à Grenade, il y avait un gouvernement révolutionnaire qui s'était installé là avec un monsieur qui s'appelait Maurice Bishop. Et donc, Maurice Bishop avait pris des positions pro-cubaines, puisque les Cubains devaient construire un aéroport en Grenade.
Et à ce moment-là, il y a eu un échange, on peut dire, assez virulent entre deux camps à l'intérieur de la Grenade, entre les pro-américains et les anti-américains. Mais ce qui s'est passé, c'est que les Américains ont débarqué en Grenade et le Premier ministre Bishop avait été tué entre-temps et on a installé un pouvoir pro-américain. Et peut-être on ne sait pas ce qui va se passer en Guadeloupe. En tout cas, merci pour ce petit coup de géopolitique qui était nécessaire. C'était nécessaire. Et puis regardez les images un peu, parce qu'aujourd'hui, qui en pâtit? C'est la population finalement. Comme toujours. C'est-à-dire que chacun est en train de tirer à avoir ses intérêts personnels, ou notamment ces puissances au niveau des pays, enfin les puissances actuelles. Mais derrière ça, il y a des populations qui sont aujourd'hui victimes de cette guerre-là. Oui, il y a des milliers de morts et cette guerre n'est pas terminée parce que les Russes pensent surtout en finir avec le régime actuel de Zelensky, comme on l'appelle, l'ancien comédien, et d'installer un pouvoir russe en Ukraine. Bon, ça, c'est la suite du combat. Affaire à suivre. 13h26. On fait un petit tour, on revient à l'actualité avec la formation bénévole concernant le cancer colorectal. Et c'est Olivier Félix qui s'est rendu sur place. La formation des bénévoles se fait sur 2 journées. C'est 2 jours de mobilisation du bénévole pour lui permettre de comprendre la relation qu'il doit établir entre la personne malade et ses proches. Au niveau de la campagne de Mars Bleu, cette année, nous avons la possibilité d'être plus en extérieur par rapport à l'année dernière. Cependant, nous avons donc développé des supports numériques que nous proposons aux entreprises qui voudraient nous recevoir pour sensibiliser leurs employés. Mais aussi, nous avons donc notre Colon Tour qui va sortir sur Morne-à-l'Eau la semaine prochaine, vendredi 11 après-midi, samedi 12 en journée. Et puis nous serons à Destréland le 19 mars, le samedi 19 mars, avec notre Colon Tour aussi pour sensibiliser le public, et sur Basse-Terre le vendredi 25 mars pour sensibiliser le public au risque de cancer colorectal. Au niveau du recensement de cas de cancer colorectal dépistés chaque année, nous sommes en baisse cette année. Sur les chiffres de 2021, nous sommes en baisse. Cependant, c'est encourageant sans trop l'être, parce que nous savons qu'avec la pandémie, beaucoup de personnes ont mis de côté leurs suivis médicaux, n'ont pas forcément répondu au dépistage organisé. Donc, nous espérons que cette baisse soit véritable. Mais cependant, il faut vraiment mettre l'accent sur le dépistage. Aller se faire dépister. Quand on reçoit l'invitation du CRCDC, entre 50 et 74 ans, il faut y répondre. Il faut faire ce qu'il faut. Le test se fait rapidement chez soi et il est envoyé dans une enveloppe postale, et l'examen se fait en Guadeloupe. Maintenant, il n'est plus expédié en France, donc le résultat arrive très rapidement. Voilà, 13h28, deuxième pause, et dans un instant, on retrouve, comme chaque vendredi, nos duettistes sur la question de l'eau, Isma Oguenet et Jacques Davila, Yojala. Alors, papa, tu écouté, à dans ce moment, il va apparaître. Voilà, il est 13h33, nos 2 duettistes du vendredi de l'eau en tous sortes sont là. Isma Oguenet, bien bonjour. Bonjour. Et Jacques Davila. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un petit mot quand même pour vous qui a fait grève à manger là quand même. Faut un petit mot. Oui, un petit fausse bail. Oui, nous avons fait fausse bail et puis David Lumo. David Lumo, pardon. David Lumo, oui. Ça a fait changer qu'il y a été mis en grève de la faim qui était une dimension. C'est ça, oui, c'est ton. Oui, ça de prix. Ils sont bien violents, grève de la faim. Ah, il raide, ça très raide. On ne peut pas dire ça là comme ça, mais ça n'est pas évident. Bien, alors, je donne le capitaine Kabalé. Alors, sinon, à un groupe de l'eau que nous avons, par exemple, à la comité de l'eau Basse-Terre, qui c'est m'a proposé de faire un débat si on article fanzité puis ici de l'eau le 10 février. Et ça t'est passé moins subito, mais là on a regardé ça fanzité dit. Alors il t'a dit constat que les impôts fait 3 recommandations. Déjà en disant pas un terme là, Jacques président allait a fait impôt à pas les impôts. C'est la direction régionale des finances publiques. À pas parce qu'il prend l'argent aussi on bitin c'est des impôts sur ni taxe le ni taxe bitin impôt on des précis. Là sont consommation de l'eau fait et bon les finances publiques après parce que c'est dans le cadre régie donc à part on impôt quoi payer on peut consommer donc alors il était dit comme ça que il y a 3 cas
Alors, donc, en cas c'est la direction régionale FIU, cité 3 cas. Premier quoi là, il a dit que c'est on n'a pas d'accord, il s'est recommandé là. Il a contesté facture là, ça va arriver. Donc, deuxième cas là, c'est qu'il n'a pas contesté, mais il n'a pas ni l'argent. Ça va arriver aussi. Il ne peut pas payer, il ne peut pas ni moyen payer. Et troisième cas là, c'est que cette association là, ou bien on a défendu, il a dit une prescription sur facture. Là. Aussi, ouais. Donc, dans les trois premiers cas là, il faut contester. Effectivement, nous, en local, pourquoi souvent on peut contester? Nous connaissons cette situation à de longue Guadeloupe, souvent moi j'ai parlé ça. Les factures pas insincères et quand je préfère Samuel te font discussion ici mais c'est pour te dire arrêter ces qualités factures exorbitantes là ça pas tenir compte de la réalité ça pas compte de la réalité d'un type de facture on peut pas ni bas mon pas à 6 000 euros et on voit plus gros facture envoie ancien moins écrit facture à 23 000 euros et mon avait malade 23 000 euros envoyé ah non et un bon responsable c'était le CERG à l'époque il dit mais il était résolu en fait pas résoudre mais par le temps, ça vient prescrite, la prescription là, il disait, mais même ça, c'est impossible. Et on m'a les raisins. Donc, il faut contester. Donc, il faut contester. Premier but, il faut contester, mon là, il met facture là. Premier but. Mon là, c'est le directeur régie là, quoi, dit régie là, mais pour telle raison, pas d'accord. Pas d'accord, plusieurs raisons de contestation. Nous, pas qui, hein. Premier but, pour avoir, on n'a pas jamais relevé facture, non, j'ai relevé compte là. Chaque fois que vous avez dit, chaque fois 83 euros, c'est impossible qu'on consomme précisément 83 euros 10. Mais sur au moins 11 ans sans relever, parce qu'il n'y a pas ni accès à bitin là. Donc, il faut traiter ça. Le panier, Bogra dit, il faut venir, les Bogra sont là dans le cas, il faut savoir combien de l'eau il a consommé. Deuxième bitin, c'est qu'il n'y a pas ni de l'eau même. Si il n'y a pas ni de l'eau, on ne l'a pas arrivé, etc. Il faut continuer à facturer mécaniquement. Premier, depuis on pas ni de l'eau. Troisièmement, on l'a contesté parce que l'eau là pas bon. Pas bon, l'eau là vraiment de mauvaise qualité. Il n'y a pas qu'il ne peut pas payer, mais il faut en arrangement. Et puis du fait qu'il ne paye pas de l'eau là, et nous des analyses, il a confirmé que l'eau là pas bon. Parce que et c'est assez grave. En fait, il n'y a pas de cas, sans côté que, par exemple, en cas de cas, pourquoi vous avez un facture au monde, sinon il ne m'a pas compté. Il n'a pas compté, il ne pas qu'il pas numéro à compter. Pourquoi facturer ta voisin et un autre monde? Il n'a pas à payer de l'eau à voisin là. Voisin a payé 5 petits monde. Quoi voyons? Nous n'avons pas de cas. Et si vous voulez, avant de saisir l'argent, si nous avons une contestation, il faut regarder est-ce que la contestation là vraie? D'accord. Or, le problème là qui est là, à part les finances publiques, il dit si il est vrai, si il n'est pas vrai. Parce que ça n'a pas du tout de dire si il n'est pas vrai. Les contestations, on prend acte de contestation là et ça va devant un juge faut là mon là comment de payer là il devant un juge pour traiter l'affaire là c'est comme ça sera fait donc c'est ça c'est aspect contestation deuxième côté là à présent il pas qu'à contester il pas de l'argent pour payer alors si vous voulez l'État prévoit des situations comme ça parce que si vous voulez en cadre à l'Europe il y a dire quand ça bien mais ça directeur cadre là il va dire que finalement l'accès à l'eau c'est une obligation. On peut pas refuser bon monde de l'eau si doit capacité de gaz. Bon, mais il faut une de l'eau dans des conditions économiquement viables. On ne peut pas toucher 700 euros et on commande à donc moi 300 euros à payer. Est-ce que ça dépasse. Donc ça veut dire qu'il prend une mesure des dispositions pour effectivement qu'on aide au logement. Tout ça fait en sorte que l'aider à payer facture. Et aussi, bon, la commune, mais pas bien, mais la commune aussi, ni le CCAS, tu vas faire son lot, on paquet l'argent CCAS à nous, passer en main à SIAG. Qui peut le milliard dans ça? La commune qui prend l'argent, à nous pour te payer en privé. Oui, beaucoup comme dit, on a 3 000 euros. La commune qui a facturé, général des OPEX de 2 000 euros. Oui, mais quelqu'un a dit moi que 2 000 euros est facturé, ça correspond réellement en consommation, comprenons. Mais entre-temps, c'est l'argent ensemble à les contribuer à la commune là, ou bail. Est-ce que et quoi privé yo, mon bitin par exemple mon payer un décès pas pour rien pour payer ça ces communes là faut assurer décès bitin quoi suivant. Ça pose un gros problème. Donc nous avons dit que oui, mon n'a pas payé des dispositions légales avant saisir mon type petit là pour faire jouer ça. On ne peut pas saisir l'argent malheureux parce qu'il n'y a pas ni de l'eau. Parce que si vous voulez de l'eau, c'est une nécessité vitale. C'est ça que nous avons dit. Et dernier là, à présent, c'est le troisième cas là, il a soulevé là, à présent que laisser Jacques pour développer ce deux points, c'est une prescription à facture. Alors, on a deux types de prescriptions. Alors, pour de l'eau, on ne peut pas d'autres. C'est une prescription d'assiette.
Mon là, il va au là, et général de fait ça, il pas fait facture, il pas mettre facture, et puis 3 ou 4 ans après, il va venir, il va payer ça. Non. Après 2 ans, définitif, ou pas demander l'argent à de l'eau pendant 2 ans, on pas de l'argent. Presque nous d'assertivité. Et nous avons une réponse ministérielle, c'est ça, etc., très précis. Les ministères qui répondent, certainement, c'est question écrite, et c'est un bitin réponse ça, pas il dit idée même, c'est souvent les bitins qui ont le conseil d'État, c'est mon là, ces bitins là, qui a dit mi réponse ça, et qui a réponse ça, il a fait mesure de loi, combien de jurisprudence, les comprenons. Là, vous voyez une réponse ministérielle qui a fait jurisprudence, et qui a décrit comment effectivement, presque, il a presque nous d'assiette, etc. Ou pas mettre facture, ou pas mettre facture pendant 2 ans, et bien, on pas demander revenu, par exemple, ou pas mettre facture en 2012, alors en 2020, on va demander, ouais, payez-moi 2012. Non. Après 2 ans, on peut de l'argent là. Et pareil, prescription de recouvrement, il t'a demandé au payer ou pas payer parce qu'on n'a pas de moyens. 2 ans après, l'offre c'est quand en privé, en délégation de service qu'on laisse général des eaux, c'est mon déni. 2 ans après, il prescrit. Si vous voyez, et quelque chose ça a fait. Il va dire, les justes après, il va dire, bon, après 2 ans, ou tenir tout moyen de toucher l'argent, ou pas faire, ou pas de l'argent. Mon il libéré des obligations. Ouais. Et l'offre c'est quand on régit, c'est 4 ans. Son régit, c'est 4 ans. Attention, on ne peut pas régir là, c'est 4 ans. Donc, ça veut dire que, en cas où il régit Sainte-Rose, il a demandé en 2020, débuté en 2007. Sans pont, sans pont, en voyant ces bitins là, il a dit qu'il remonte à 2007, il a dit qu'il comptabilise. Ça passe sérieux, vous comprenez? Est-ce que comptable même connaît le bitin, mais vous comprenez? Même les impôts, sinon prescription aussi, au bout de 5 ans d'après moi, une prescription. Donc, donc ça veut dire que question après question, réelle question. Parce que surtout dans les régies, il y a quoi remonter. Alors quand on veut préciser ça pour ces gens-là, si nous habitons aussi, il y a signaler moins, on peut rien comprendre comment ça va passer, c'est le fait que malgré que nous avons régie à Sainte-Rose, de certains côtés, un cas vrai, par exemple, un huissier qui intervient, alors que le comptable a saisi l'argent, il n'y a pas besoin d'huissier, parce qu'il peut dire d'autres. Non. Un cas comprendre que en privé, en délégation, un délégataire peut confier un huissier de fonds en marché. Mais on ne peut pas comprendre comment, dans le cadre d'un régie, qui n'y a une autorité qui est comptable, etc., qui est capable de dire bon, on ne peut pas payer un cas saisi, et il fait passer pour un huissier. Moi, nous, on combine là, il a dépassé moins, et chaque fois un huissier demande l'argent, on ne peut pas payer pour l'argent. Parce que pour huissier demander l'argent, il faut tenir une décision de justice qui permet de faire ça. Voilà. Jacques. Alors, je prendrai la réponse à l'envers. Oui. Le comptable public a le pouvoir de se faire assister par un huissier pour parfaire, compléter ce qu'elle ne peut pas faire. Oui. Seulement, ceci ne peut se faire que sous réserve de la décision du responsable de l'ordonnateur. Parce que dans une régie, le directeur a parfois plus de pouvoir que le président de la régie. Oui, il faut se rappeler, c'est lui qui est responsable. Ça, c'est une chose. Mais il faut que les usagers, sans exception, sachent qu'ils doivent, quand ils contestent, contester auprès de l'ordonnateur. L'ordonnateur, c'est la régie. Et ils mettent en copie le comptable recettier. Le recettier, c'est le comptable public. Et très souvent, je ne sais pas pourquoi, mais c'est historique, il y a un comportement dual, c'est-à-dire opposé, entre l'ordonnateur et le comptable public, parce que les comptables publics mettent le nez dans la régularité des ordonnateurs. Et en plus, ils aiment bien cela pour une raison toute simple, parce qu'ils sont tenus de faire ce qu'on appelle le contrôle de cohérence, qui n'est pas un contrôle de légalité. Ils sont obligés de contrôler que la facture est cohérente et surtout que le service fait a été rendu. Oui. Et comme ils n'ont pas les moyens pour se faire, parce qu'ils sont dans leur bureau, ils bannissent des chiffres, ils n'ont pas la bouche à clé là, ils ne savent même pas, il connaît le fichier foncier ou cadastral de la commune, mais il ne sait pas qui est qui, ni quoi que ce soit, où est la bouche à clé pour aller voir s'il y a un compteur. Parce qu'il y a des compteurs qui sont sur les trottoirs tout neufs, hein. Il y a des compteurs qui n'existent pas. Vous avez des compteurs qui existent, qui ne figurent pas dans le listing. Donc il doit aller vérifier tout ça chez l'autre. Et l'autre, bien sûr, l'émetteur, il n'aime pas que l'on mette le nez dans ses affaires. Donc il faut faire très, très, très attention à cela. La contestation, même par mail, parce que vous pouvez faire un mail recommandé de nos jours, ou un mail avec accusé de réception, chez l'émetteur, et copie chez le comptable. Par contre,
il faut que vous sachiez que dernièrement, la commission de surveillance a eu à se prononcer pour le SMGAG, le nouveau syndicat mixte, sur son bilan primitif 2022, son premier gros bilan. Il y avait 53 millions de déficit, sous prétexte qu'on va s'arranger avec Paris-Vinchin. La loi est formelle, même un président de la République ne peut pas être au-dessus de la loi, ni en deçà, bien sûr. Donc, la commission de surveillance a voté contre ces 53 millions de déficit et pour le budget primitif et pour tous les budgets annexes au assainissement public et accepter les 2 petits budgets nouveaux qui sont les budgets réserve incendie et les eaux pluviales, parce que c'est un problème important à la Guadeloupe. Par contre, il faut que vous fassiez attention à vos factures. La commission de surveillance n'a pas voté les règlements de service, ni de l'eau, ni de l'assainissement, ni des eaux pluviales, ni de la réserve incendie, pour une raison toute simple. C'est qu'une partie des Guadeloupéens, nos compatriotes, avaient déjà reçu des factures du SMGAG. Il y a une augmentation de l'abonnement. Ah bon? Il y a une augmentation des taxes. Il y a une création d'une nouvelle taxe de la protection de la biodiversité sans que personne n'ait informé. Donc, ce sont des éléments qui sont contraires à la lettre et l'esprit de la décision de la CTAP, c'est la Commission technique de l'action publique, qui, bien avant la création du SMGAG, avait dit « Nous gardons les mêmes tarifs sur le territoire depuis le 1er septembre jusqu'à la fin 2022 pour que nous puissions harmoniser à terme, sur plusieurs années, les différences de recettes de chaque commune et du prix de l'eau. Donc ce sont des choses anormales. Vous avez une fois de plus affaire à des gens qui ne savent pas ce que c'est que respecter les engagements antérieurs qu'ils ont pris vis-à-vis de nous. Donc cela ne saurait perdurer. Les usagers ont intérêt à contester leurs factures, ne pas payer ce qui n'est pas dû, comparer leurs factures avec leurs anciennes factures, parce que ce sont des situations anormales qui c'est un manque d'irrespect flagrant envers les gens. Et bien entendu, cela confirme ce que nous n'avons eu cesse de dire. Ayant transféré les mêmes, nous avons transféré les habitudes et les pratiques, et cela ne doit pas perdurer, cela ne doit pas construire. Donc vous devez prendre toutes les actions, mener toutes les actions nécessaires pour que cela ne perdure pas. Il faut que cela cesse rapidement, sans quoi nous serons incapables d'avoir une régie qui fonctionne normalement. Très étonné d'entendre que vous mettez des taxes. Parce que tout écrit à un syndicat là dit pas qu'à augmenter, etc. Ils mettent une note nouvelle. Puis mettre une taxe nouvelle, il faut que la commission là te baille. On a avis favorable. Commission de surveillance là, on ne peut pas faire ça sans avis, parce que c'est un nouveau bidon qu'on va mettre. Et en plus, il augmente l'abonnement là, mais c'est excessivement grave. Mais pour y augmenter l'abonnement là, il faut nous voir d'abord. Il faut que la commission là, il faut y faire proposition là, il faut qu'on nous baille avis avant qu'il vote. Moi, quand je veux que nous déraper, nous mal partis, il faut y faire attention. Ah ouais. Ah oui, je souscris à ce que tu viens de dire. Il faut faire attention parce que j'ai même eu l'occasion de dire, vous savez que, tu le sais, vous le savez, mesdames, messieurs, j'ai eu la grossièreté, mais je suis arrivé à dire, attention, casser bois en fait ça macaque pagé. Il faut faire attention. Oui. Voilà. Bien, tenir une question à poser les autres. Oui, alors c'est problème à distribution de l'eau en bouteille. Parce que ça vient bien qu'on réserve qu'on est là. Alors, qui relation ça nie avec le syndicat, avec le SMEG? Le syndicat, tout partout qu'il y a, là, il n'y a pas de délégation. Là, il y a un problème de l'eau, il faut de l'eau. C'est une obligation. D'ailleurs, dans la loi. Alors, est-ce que là, il y a de l'eau là, ça comptabilise contre l'eau qui est en robinet? Non. C'est une mesure compensatoire. C'est du compensatoire. Au palier parce qu'il ne respecte pas son contrat. Alors, il faut savoir, dans le règlement de service que nous n'avons pas voté, nous ne nous sommes pas prononcés dessus, c'est renvoyé à notre session. D'ores et déjà, nous avons demandé des rendez-vous des associations, à titre d'association. D'autres, nous avons déjà demandé une entrevue au président pour recevoir une délégation de la commission pour qu'on mette les points sur les i et les barres sur le t, parce que les mesures compensatoires ne figurent pas dans les nouveaux règlements de service. Alors que je vous signale que fort des pressions que nous avons mises en œuvre
d'entrée de jeu depuis le 1er septembre. Dans les communes de Trois-Rivières, dont le président du SMGAG est maire et président, on en est de l'eau aux gens. À Baïf, ça c'était mal organisé, c'était mal distribué, mais il y a des communes où nous avons mis le point sur la table. On a tant bien que mal donné aux gens, aux nécessiteux qui en avaient besoin, des bouteilles d'eau. Alors ça coûte ce que ça coûte. Effectivement, je me rappelle, il y a un de nos compatriotes qui a chiffré le coût des besoins à satisfaire. Ça représenterait 21 millions d'euros de bouteilles d'eau à payer. Mais je dis, monsieur, vous n'avez qu'à mettre votre réseau en état pour satisfaire aux conditions du contrat signé, acté, que vous ne respectez pas. Alors vous vous rendez compte, vous faites disparaître les mesures compensatoires, vous augmentez tout l'abonnement, vous augmentez le mètre cube d'eau dans des proportions absolument effrayantes. Vous créez une nouvelle taxe et en plus, comme les taxes sont ce qu'on appelle des intrants, donc des composants du prix de revient de l'eau, vous les faites entrer tout ça et ça se traduit par de la taxe sur de la taxe parce que ça devient du hors-taxe qui subit encore de la TVA. Absolument. C'est absolument insultant pour le contribuable. C'est de l'appauvrissement de notre pays, ça. Oui, c'est très important, règlement service là. Règlement service là, syndicat là mettre en place là, c'est véritable contrat là entre lui et usager là. Il faut toutes les obligations à des. Et la loi qui a obligé, encore quoi il peut faire des tours à ça, loi clair aussi ça, là vous ne pouvez pas Rainbow, il faut trouver les mêmes bamoun là-dedans. Voilà très très clair. Loi là, le 29 avril 2021, il a dit, il a mis en place syndicat là, il a mis en place commission là, il a dit, là, si jamais on a un problème, on ne peut pas bamoun là-dedans, il faut prendre les dispositions pour bailler de l'eau. Alors, on peut faire peu importe la nature du problème. Peu le problème là. Débrouiller ça. Parce que ce qui est grave, pour conforter ce que dit Isma, c'est que ces gens sont en situation de monopole. Absolument. Ouais. Donc vous avez un monopole, il faut gérer le monopole avec ses contraintes. Bien. Ok. Ben, merci, messieurs. 13h51, je rappelle qu'on a reçu en début du ZCL, monsieur Fred Négrit, le président du JPLI et comité guadeloupéen pour l'enseignement des langues indiennes, et que demain après-midi, à partir de 16h, il y a un petit panorama sur l'hindi, le sanskrit et le tamoul. Alors, si ce n'est pas qu'on n'ait pas les ni écrit, est-ce qu'on a commencé à apprendre le tamoul? Je suis même diplômé en hindi. Il est placé, lui. Il est placé, madame. Ah oui, mais ça, oui, ils sont spécialistes. Et puis, on a reçu Isabelle Faye avec elle. On a fait un petit focus sur ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine en ce moment. C'est très compliqué en ce moment. Et la guerre là pour finir. Et la France, quand elle est bien paix, parce que peut-être que Poutine est plus loin que l'Ukraine. Et puis, comme d'habitude, Isma Oguenet, Jacques Davila sur la chronique de l'eau. En ce qui concerne l'actualité, c'était la présentation aujourd'hui des lauréats de l'appel à concours pour les films de Canal+, et aussi la région qui chaque année a fait un appel à concours pour des lauréats pour le cinéma, pour essayer de développer un cinéma guadeloupéen. Ça commence à venir petit à petit et aujourd'hui il y a eu 4 lauréats et ils font un appel à projet pour l'année prochaine. La cité éducative pour apprendre aux enfants à nager, mais aussi quand Radi, Wadon, Lilette, on a un chipel, on bonne île, ou pas d'autres pas savent nager, il faut tout Guadeloupéen savent nager. Et donc la cité éducative dans la région de Baïf, justement, a pris des mesures avec les jeunes pour leur apprendre la natation. Et puis la question du cancer colorectal, effectivement, c'est un problème aussi important que le diabète en Guadeloupe. Et aujourd'hui, c'est la journée contre l'obésité. Hier, on a reçu une dame qui nous en a parlé, responsable de la GOS, et on pense justement à une autre pandémie, c'est le cancer colorectal, est aussi important en Guadeloupe que peut-être moins que le problème de la prostate, mais enfin, il est aussi important. Hein. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve à partir de lundi. Je précise que mardi 8, nous ferons une émission spéciale Journée des femmes. Journée internationale de la femme, pas journée des femmes. C'est mardi 8, mais oui. Et pour une fois, c'est quand même une émission un petit moins particulière. Nous avons l'occasion de venir ici sans pour dire plus ça, c'est ça, parce que son but est que nous essayons de faire entre nous-mêmes. Et on se retrouve lundi, mardi, mercredi, jeudi, comme d'habitude dans les ZCL là. Merci, bon week-end pour tout le monde. Et puis songez, David Delmou, il faut cela, puisqu'il méritait 19 jours de grève. Ça pas évident, Allez, il finit pour aujourd'hui là.
Donc quand tu regardes dans le film, c'est... Hein? Non, Brasser, moi, tu as... À part là, on y est bien. Depuis tout petit, votre maman, on y est bien, on s'en va. It's always move to the left, move to the right, and it's some music. It's music, but it's keeping.